Vous n'avez pas pu passer à côté, la liberté de recourir à une IVG vient d'être consacrée dans la Constitution. Alors la question bien évidemment c'est qu'est-ce que ça change? Et surtout pourquoi le projet de loi est écrit de cette manière si particulière? Un droit ou une liberté? Alors d'abord il y a un débat sur le terme de liberté plutôt que droit. Ne jouez pas sur les mots. Alors lisons ensemble la loi, elle est très courte donc on va en profiter. Après le 17e alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Et en effet, le projet du gouvernement s'est pas mal écarté de la proposition portée par Mathilde Panot initialement, qui disait au départ « Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ». La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits. Alors selon plusieurs professeurs de droit que j'ai pu voir s'exprimer, il y a bien une différence entre les deux termes, liberté et droit. Alors comme d'habitude, les sources sont en description de cette vidéo, vous pourrez notamment voir l'avis de Guillaume Baticle et Jean-Paul Marcus pour le blog Les Surligneurs, et celui de Mathilde Philippe-Gay pour Radio France. Et d'après ces professeurs de droit, le terme droit est plus protecteur que le terme liberté, parce qu'il implique que la loi garantisse l'accès à ce droit, alors que la liberté implique uniquement que la loi ne peut pas la remettre en cause. Alors je ne suis pas docteur en droit constitutionnel, mais à la lecture de l'avis que le Conseil d'État a rendu sur le projet de loi, eh bien ça me semble assez discutable. Dans son point 13, il rappelle en effet, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui ne retient pas en la matière une acception différente des termes de droit et de liberté, le Conseil d'État considère que la consécration d'un droit à recourir à l'interruption volontaire de grossesse n'aurait pas une portée différente de la proclamation d'une liberté. Donc ce débat, il est au final assez cosmétique, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. En l'occurrence, droit ou liberté, c'est pareil. Mais l'article des surligneurs met en avant un autre point intéressant. Il arrive à la Constitution de garantir des droits, comme à l'article 12 de la DDHC, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, ou au point 3 du préambule de la Constitution de 1946. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. En revanche, la formulation de liberté garantie ou de garantir une liberté, eh bien c'est une nouveauté. Les auteurs s'interrogent sur la valeur qu'il faut donner à cette précision. Est-ce que la liberté garantie est une liberté comme les autres, ou est-ce qu'elle est davantage protégée encore que les autres droits et libertés? Alors là encore, c'est un débat qui me semble relever du cosmétique, parce que dans ses décisions, le Conseil constitutionnel s'est toujours refusé à opérer une hiérarchie des principes constitutionnels. Il n'y a pas de principe plus constitutionnel que d'autres, il n'y a pas de principe plus protégé que d'autres. La loi détermine. Alors là, ce débat est plus légitime déjà. Pourquoi la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie, plutôt que nul ne peut porter atteinte au droit? Et la réponse, c'est pour préserver le statu quo. Parce que effectivement, la seconde formulation est plus protectrice que la première, et pas à cause de l'emploi du terme droit plutôt que liberté. Laisser à la loi la détermination des conditions de l'IVG, c'est en fait appliquer le droit actuel. La loi détermine les conditions d'accès à l'IVG actuellement. C'est-à-dire pas après 14 semaines de grossesse depuis 2022, avec remboursement par la sécurité sociale et répression du délit d'entrave à l'IVG notamment. Mais ça implique aussi le respect d'une clause de conscience des sages-femmes et des médecins qui ne sont pas obligés de pratiquer l'IVG, mais qui sont tenus, s'ils refusent, de diriger la patiente vers un autre professionnel qui pourra le faire. La formulation « nul ne peut porter atteinte au droit à l'IVG » était sans doute un peu trop permissive. Notamment, elle aurait pu avoir pour conséquence que le droit à l'IVG était garanti sans considération de semaines de développement de l'embryon ou du fœtus et que la clause de conscience des professionnels soit supprimée. La formulation retenue par le gouvernement permet de faire l'économie d'une nouvelle loi, comme le rappelle le Conseil d'État. La disposition examinée n'impose aucune modification des dispositions législatives existantes. Il s'agit donc vraiment de la protection du droit, enfin de la liberté, et non pas une extension de ce droit. Et encore, ça c'est pas vraiment sûr, parce que cette formulation, moi ça me fait penser à une autre disposition constitutionnelle, le point 7 du préambule de la Constitution de 1946. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. La formulation est très semblable et de la même manière, elle avait été prévue pour garantir ce qui existait, ni plus ni moins. Mais le Conseil d'État en a déduit en 1950 avec son arrêt Dehaene que le droit de grève s'appliquait aussi aux agents publics.
alors qu'avant la constitutionnalisation du droit de grève, il ne concernait que le secteur privé. Les agents publics en étaient privés pour préserver un autre principe constitutionnel, la continuité du service public. Alors reste à savoir si la constitutionnalisation du droit de recourir à une IVG conduira à étendre ce droit. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça me semble assez peu probable, parce que les limites à ce droit sont déjà précisées par la loi, alors que l'interdiction du droit de grève des agents publics relevait de la pratique et de la jurisprudence. Et d'ailleurs, l'interdiction du droit de grève pour les militaires, les magistrats ou les préfets a perduré même après l'arrêt de Haine de 1950. La femme. Alors, troisième débat que j'ai vu passer, le fait que la formulation retenue accorde cette liberté à la femme. Selon certains, ça empêcherait les personnes transgenres de recourir à l'IVG. Alors pourquoi cette formulation précise que la liberté est garantie à la femme plutôt que garantie tout court? Là encore, on peut aller voir l'avis du Conseil d'État puisqu'il s'est prononcé sur la question. Il estime que le caractère personnel de la liberté reconnue, que le Conseil constitutionnel rattache à la liberté personnelle, rend nécessaire d'en désigner le bénéficiaire, c'est-à-dire la femme. C'est important parce que ça empêche que l'exercice de cette liberté soit conditionné à l'autorisation d'un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l'autorité parentale. Et par ailleurs, le Conseil d'État estime qu'il résulte de l'objet même de cette liberté, et conformément à l'intention du gouvernement, qu'elle doit être entendue comme bénéficiant à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l'état civil, l'âge, la nationalité et la situation au regard du séjour en France. Donc les hommes transgenres peuvent tout à fait recourir à l'IVG et ça ne changera pas avec la constitutionnalisation. La protection de la Constitution. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça change finalement que la liberté de recourir à une IVG soit maintenant garantie par la Constitution? À rien. Ça sert à rien. La réponse courte, c'est que ce droit ou cette liberté ne pourra pas être remise en cause par une simple loi. Le Parlement, et encore moins le gouvernement, ne pourra pas prendre un acte, que ce soit une loi ou un décret, qui abolit le droit de recourir à une IVG. Pour pouvoir revenir sur ce droit, il faut maintenant passer par la même procédure que celle qui a été employée pour l'inscrire dans la Constitution, la révision prévue à l'article 89 de la Constitution. Donc ça implique le vote du même texte par l'Assemblée nationale et par le Sénat, comme pour une loi normale, et ensuite soit un référendum, soit un vote aux 3/5 du Congrès. Le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat dans une seule chambre. Bon d'accord, mais ça c'est ce qui est évident. Maintenant, moins évident, est-ce que ça empêche une loi de restreindre le nombre de semaines après quoi l'IVG est interdite? Ou est-ce que ça empêche une loi de supprimer le remboursement par la sécurité sociale? Eh bien la réponse c'est non, puisque c'est à la loi et non à la Constitution de préciser dans quelles conditions s'exerce ce droit. Et c'est tout à fait normal. Les seules choses qui sont garanties et sur lesquelles la loi ne peut pas revenir, c'est l'existence de ce droit, donc une loi ne peut pas simplement abroger la loi Veil, et ensuite le fait que le droit est accessible aux mineurs comme aux majeurs, aux françaises comme aux étrangères, et ce sans autorisation ni des parents, ni du conjoint, ni même du père biologique. Mais il y a encore un petit détail qui a une importance juridique dans toute cette affaire. C'est le fait que la France est un des premiers pays au monde à garantir ce droit, et surtout un des premiers dans l'Union européenne. Ça veut dire plus précisément que le droit de l'Union européenne ne garantit pas ce droit, et ça le Conseil d'État le rappelle là encore. La liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française, dans la Convention EDH ou en droit de l'Union européenne. Et ça c'est très important parce que bien souvent, les droits et libertés protégés par la Constitution le sont aussi par le droit de l'Union européenne. Mais là, ce n'est pas le cas. Et ça fait que cette loi est également protégée en France d'une attaque qui viendrait du droit de l'Union européenne. Même si on ne va pas se mentir, c'est quand même assez peu probable. Alors voilà le tableau. Le Conseil d'État a consacré la suprématie de la Constitution sur le droit de l'Union européenne, avec sa décision Saran-Levaché et autres de 1998. Mais le Conseil constitutionnel considère que la France a une obligation de transposer les directives européennes. Alors qu'est-ce qui se passe quand une directive est contraire à une disposition constitutionnelle? Eh bien la question s'est posée en 2007. Une directive européenne prévoyait un système de quotas d'émissions de CO2 par secteur industriel. La société Arcelor a contesté le décret d'application de cette directive parce que la sidérurgie était concernée, mais pas par exemple les industries du plastique ou de l'aluminium. Arcelor considérait que cela allait à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité. Et le Conseil d'État a jugé que dans ce cas, le juge devait procéder en deux temps. D'abord, il doit regarder si le principe constitutionnel en cause est aussi garanti au niveau de l'Union européenne. Et si c'est le cas, il renvoie la question à la Cour de justice de l'Union européenne.
Et ensuite, si ce droit n'a pas d'équivalent dans le droit de l'Union européenne, il apprécie lui-même si le principe est violé par la directive. Et dans ce cas, il peut écarter la règle européenne au profit de la règle constitutionnelle française. Et quand un droit constitutionnel n'a pas d'équivalent dans le droit de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a une jolie expression plutôt classe, il l'appelle « principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Alors pour le moment, il n'en a reconnu qu'un seul, l'impossibilité de confier des mesures de police générale à une personne privée, c'était en 2021. Eh bien, le droit de recourir à une IVG est un autre exemple de principe inhérent à l'identité constitutionnelle française. Si le droit de l'UE mettait en péril ce droit, le juge administratif serait tenu d'écarter cette disposition européenne. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Alors au début, je ne voulais pas spécialement en parler, parce que je voulais faire autre chose que de l'actualité juridique, mais finalement, il y avait beaucoup trop de choses à dire sur le sujet pour passer à côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à aller voir les sources en commentaire et notamment l'avis du Conseil d'État qui est assez court et très compréhensible. Et maintenant je vous dis à la prochaine pour la prochaine.